Phuket, Thaïlande, mars 2023. Une altercation banale entre deux narcotrafiquants français en vacances déclenche la guerre la plus meurtrière de l'histoire criminelle hexagonale. L'humiliation filmée de Mehdi Tic Laribi par Félix Le Chat Bingui provoque 49 homicides à Marseille en une seule année. Un affront personnel transforme la cité phocéenne en zone de combat où s'affrontent trois armées privées lourdement armées. L'État français veut leur fin, mais ils en sont incapables. L'empire tentaculaire de la DZ Mafia. Dans les ruelles sombres de la cité de la Paternelle, à Marseille, deux frères d'origine algérienne tracent leur premier coup de crayon sur les murs tagués d'HLM délabrés. Mehdi et Lamine Laribi ne se doutent pas encore qu'ils viennent de poser les fondations de ce qui deviendra l'organisation criminelle la plus redoutée de France moderne. Leurs surnoms, Tic et Tac, résonnent déjà dans les coursives bétonnées, comme une horloge infernale qui égrène les secondes d'un compte à rebours vers l'apocalypse. Cette histoire commence par un détail apparemment anodin, mais qui va bouleverser l'ordre républicain français. Le choix d'un sigle, DZ. Deux lettres qui résument une origine, une fierté détournée, une identité criminelle qui va contaminer la République française, comme un virus numérique se propageant dans les réseaux sociaux. El Jazaïr, Zaïre, l'Algérie en arabe dialectal, devient le point de ralliement d'une génération de jeunes délinquants qui transformeront leur frustration sociale en empire criminel tentaculaire. Mehdi Laribi, dit le rachitique ou le tic, ne mesure que 1,65 m et pèse à peine 55 kg. Mais sa violence compensatrice va ébranler les fondements de l'ordre républicain français. Son corps frêle dissimule une âme de prédateur, une absence totale d'empathie qui va devenir sa signature criminelle distinctive. À ses côtés, son frère aîné, Lamine, surnommé le Tac, forme avec lui un duo que les services de police apprendront à redouter comme la peste. De nouvelles forces criminelles émergent des cités HLM, portées par une génération de jeunes délinquants issus de l'immigration maghrébine et africaine. Ces nouveaux loups n'ont plus rien à voir avec les parrains d'autrefois. Ils évoluent en survêtements de marques Nike et Adidas, leurs pieds chaussés de baskets à 300 €, communiquent par téléphone crypté dernier cri et transforment les halls d'immeubles en véritables bunkers de la drogue. Fini le temps des négociations en terrasse de café, place aux exécutions sommaires, filmées et diffusées sur Snapchat. Le vide laissé par le Belge va être comblé par quelque chose de bien plus dangereux qu'une simple succession mafieuse traditionnelle. Pourtant, rien ne prédestinait les frères Laribi à devenir les architectes de cette révolution criminelle sanglante. Nés dans les années 1980, dans une famille algérienne modeste, installée dans les quartiers nord de Marseille, ils grandissent dans un environnement où le chômage dépasse les 40%, où l'État semble avoir abandonné ses prérogatives régaliennes, où les écoles publiques tombent en ruine et où les trafics de petite envergure constituent souvent l'unique perspective économique pour des adolescents en déshérence scolaire. Leurs parents, ouvriers honnêtes dans le bâtiment, tentent désespérément de maintenir leur fils sur le droit chemin. Mais la rue exerce une attraction plus puissante que les sermons familiaux. Mehdi, le cadet, développe rapidement une réputation de violence gratuite, qui inquiète même ses proches les plus endurcis. Bagarres au couteau dans les cours de collège, raquettes systématiques des plus jeunes, intimidation des commerçants du quartier qui ferment boutique dès son passage. Sa morphologie chétive cache une brutalité psychologique hors norme, une cruauté naturelle qui se révèle dès l'enfance. À 12 ans, véritable entrée dans la criminalité organisée de grande envergure. Profitant de l'embrasement des banlieues françaises, qui fait la une internationale, 3 semaines d'émeutes apocalyptiques, 10 000 véhicules incendiés comme des torches dans la nuit, état d'urgence décrété par Jacques Chirac, les frères Laribi comprennent intuitivement que le chaos peut être une opportunité en or. Pendant que les CRS tentent désespérément de maintenir l'ordre dans les grands ensembles en feu, eux organisent méthodiquement leur premier réseau de deals de cannabis dans la cité de la Paternelle. L'idée germe dans l'esprit calculateur de Tic, pendant qu'il observe les forces de l'ordre débordées courir dans tous les sens. Leur innovation révolutionnaire consiste à transformer les coursives d'immeubles en véritables supermarchés de la drogue, avec système de guetteurs postés à chaque étage, caches sophistiquées dissimulées dans les gaines techniques et rotation permanente des équipes pour éviter les interpellations. En quelques mois, ils génèrent un chiffre d'affaires de 50 000 € par mois, somme astronomique pour des jeunes de banlieue qui n'avaient jamais vu de tels montants.
L'argent coule à flot dans leurs poches. TIC s'offre sa première BMW d'occasion, TAC investit dans une Audi rutilante. Leurs parents découvrent avec effroi les liasses de billets dissimulés sous les matelas de leur fils. Mais ce premier succès ne constitue que la phase d'apprentissage de leur cursus criminel, le préambule d'une tragédie bien plus vaste. Les années 2006 à 2010 marquent leur apprentissage intensif des réalités du grand banditisme marseillais. Ils découvrent que le marché de la drogue obéit aux mêmes lois impitoyables que l'économie légale. Concurrence féroce, guerre des prix, innovation technologique, gestion des ressources humaines. Mais avec une différence fondamentale. Les conflits commerciaux se règlent à coups de Kalachnikov, plutôt que devant les tribunaux de commerce. Cette période d'apprentissage leur coûte cher en hommes et en argent, mais elle forge leur expertise criminelle et leur permet de tisser un réseau de contacts qui s'avérera décisif pour la suite de leur carrière. Marseille 2011. Ils comprennent qu'à Marseille, il faut tuer ou être tué, et ils choisissent, sans hésiter, la première option. Le 25 décembre, jour de Noël, symbole de paix et de réconciliation familiale dans la tradition chrétienne, ils orchestrent un guet-apens d'une cruauté qui va marquer les annales criminelles marseillaises au fer rouge. 3 rivaux du clan de Samiati, patron de la cité des Micocouliers, sont attirés dans un traquenard mortel, tendu avec la précision d'une opération militaire. L'odeur de chair brûlée, les cris d'agonie des victimes, TIC et TAC, les exécutent froidement d'une balle dans la nuque, avant de brûler leur corps dans un véhicule incendié, méthode qui sera baptisée « barbecue marseillais » dans le jargon criminel local. Cette signature macabre, 3 corps calcinés dans une BMW, hantera longtemps les enquêteurs de la police judiciaire. Elle révèle leur volonté de terroriser leurs concurrents par l'exemplarité de la punition infligée et d'inscrire leur nom dans la mémoire collective criminelle marseillaise. Mais janvier 2012 sonne le glas de leur première carrière criminelle, avec la fatalité d'un couperet qui s'abat. Les enquêteurs de la PJ marseillaise, dirigés par le juge d'instruction Michel Arnaud, un magistrat obstiné qui ne lâche jamais une affaire, remontent patiemment la piste du triple homicide jusqu'au frère Laribi. Les preuves s'accumulent. Témoignages recoupés, analyse ADN, géolocalisation des téléphones portables. Leurs arrestations font sensation dans le milieu criminel marseillais. Pour la première fois, des caïds de cité sont impliqués dans un carnage digne des pires années du grand banditisme traditionnel corse. Le procès qui s'ouvre en 2015 aux assises des Bouches-du-Rhône révèle l'ampleur de leur organisation naissante. 47 témoins cités, dont la plupart refusent de témoigner par peur des représailles. 12 avocats, présents dans un prétoire transformé en véritable théâtre judiciaire. Dossier de 3000 pages d'instruction, qui révèlent la complexité croissante de leurs activités criminelles. Avant la renaissance de leur empire sous une forme infiniment plus dangereuse et sophistiquée que tout ce que la France criminelle avait connu jusqu'alors. Prison des Baumettes, Marseille, mars 2020. Dans l'aile de haute sécurité où s'entassent les criminels les plus dangereux de la région, Mehdi Laribi traverse les derniers mois de sa détention en observant avec l'attention d'un stratège les transformations profondes du milieu criminel marseillais depuis sa cellule de 9 mètres carrés. Par le biais des parloirs familiaux hebdomadaires, des correspondances avec l'extérieur soigneusement codées et du téléphone arabe carcéral qui fonctionne mieux qu'Internet, il découvre que Marseille est devenu un véritable laboratoire de la criminalité européenne moderne. Le port autonome, deuxième d'Europe avec ses 100 millions de tonnes de marchandises annuelles qui transitent par ses quais gigantesques, s'est transformé en porte d'entrée privilégiée pour la cocaïne sud-américaine. Les containers en provenance de Colombie et du Brésil déversent leur cargaison blanche dans les entrepôts marseillais ou d'une régularité d'horloge suisse. Les anciennes méthodes artisanales du trafic de cannabis, avec leurs petits dealers de rue et leurs bicyclettes de livraison, ont été remplacées par des organisations industrielles capables d'écouler plusieurs tonnes de stupéfiants par mois, selon des méthodes worthy of multinationales légales. Pendant que TIC purgeait sa peine en ruminant sa vengeance, une nouvelle génération de criminels a rationalisé le marché de la drogue selon des principes quasi entrepreneuriaux. Études de marché pour identifier les substances les plus demandées, optimisation des circuits logistiques pour réduire les coûts de transport, diversification des produits pour toucher différents segments de clientèle. Les dealers de rue ressemblent désormais plus à des commerciaux de terrain qu'aux brigands d'autrefois. Cette mutation du paysage criminel marseillais s'inscrit dans un contexte géopolitique plus large que les autorités françaises peinent encore à appréhender pleinement. L'effondrement de l'État libyen après 2011 a libéré d'immenses stocks d'armes de guerre qui inondent désormais le marché européen via les routes méditerranéennes contrôlées par des passeurs sans scrupules. Simultanément,
L'explosion des réseaux sociaux et des messageries cryptées, Telegram, EncroChat, Sky et CC, a révolutionné les communications criminelles, permettant de coordonner des opérations à l'échelle continentale, tout en échappant aux écoutes policières traditionnelles. Ces messageries, utilisées par les Pablo Escobar des temps modernes, permettent de coordonner des livraisons de cocaïne comme d'autres planifient leurs vacances d'été. Dans cette nouvelle économie criminelle mondialisée, celui qui saura s'adapter le plus rapidement aux innovations technologiques prendra l'ascendant définitif sur ses concurrents moins agiles. Covid-19, printemps 2020, la pandémie mondiale bouleverse l'organisation pénitentiaire française et offre inespérément à Mehdi Laribi l'opportunité de sa renaissance criminelle. Face à la surpopulation carcérale catastrophique, 70 000 détenus entassés comme des sardines pour 60 000 places officiellement disponibles, et aux risques sanitaires majeurs qui menacent de transformer les prisons en mouroirs, la chancellerie décide dans l'urgence de libérer par anticipation plusieurs milliers de prisonniers. TIC bénéficie de cette mesure exceptionnelle, dictée par la nécessité sanitaire, et retrouve la liberté 2 ans avant la date théorique de sa libération conditionnelle. Quand il remet les pieds dans la cité de la Paternelle en juillet 2020, après 8 années d'enfermement qui lui ont paru durer un siècle, il découvre un territoire en pleine transformation économique souterraine. Ses anciens rivaux ont disparu de la circulation, éliminés par des concurrents plus jeunes et plus violents, ou emprisonnés dans des geôles lointaines, laissant un vide béant dans l'organisation des trafics locaux. Les points de deal traditionnels fonctionnent au ralenti, mal gérés par de jeunes délinquants sans expérience ni vision stratégique à long terme, qui se contentent de survivre au jour le jour, sans construire d'empire durable. Pour un cerveau criminel de son calibre, aguerri par des années de réflexion carcérale et nourri par l'observation méthodique des évolutions du milieu, dans ce climat de guerre permanente, où les corps s'accumulent plus vite que les pompes funèbres ne peuvent les traiter, Mehdi Laribi va appliquer méthodiquement les leçons apprises pendant ces années d'incarcération forcée, pour révolutionner l'organisation criminelle locale selon des principes managériaux dignes des meilleures business schools. Son innovation majeure, qui va révolutionner le crime organisé français, consiste à créer une marque fédératrice, capable d'unir plusieurs équipes indépendantes sous une bannière commune facilement identifiable, la DZ Mafia. Cette dénomination n'est absolument pas choisie au hasard par un cerveau aussi calculateur que celui de TIC. Elle synthétise magistralement l'identité maghrébine revendiquée, DZ pour Algérie, référence aux origines qui résonnent puissamment dans les cités, la référence assumée au grand banditisme international, avec ce terme de mafia, emprunté aux organisations criminelles les plus célèbres de l'histoire, et constitue surtout un formidable outil de marketing criminel, dans une époque dominée par les réseaux sociaux et la viralité des contenus numériques. Cette appellation va devenir virale sur TikTok et Instagram, portée par des milliers d'adolescents fascinés par cette esthétique criminelle moderne. Des rappeurs de seconde zone vont l'utiliser dans leurs clips underground. Des influenceurs de banlieue vont s'en revendiquer pour gagner en crédibilité street. Des gamins de 13 ans vont la taguer sur les murs de leur collège. Sans le savoir, TIC vient d'inventer le premier phénomène de mode criminel de l'ère numérique. Septembre 2020. Première réunion fondatrice dans un appartement de la Paternelle transformé pour l'occasion en salle de conseil d'administration clandestine. Autour de TIC se rassemble une dizaine de jeunes caïds, représentant différentes cités des quartiers nord, comme autant d'ambassadeurs de territoires criminels spécialisés. Bellevue, avec ses spécialistes du cannabis marocain, Félix Piat et ses experts en cocaïne colombienne, les Miko Coulier, réputés pour ses réseaux d'armes balkaniques, la Castellane et ses connexions avec la Mokromafia néerlandaise. Chacun contrôle un territoire spécifique. Consiste à transformer cette concurrence destructrice en coopération profitable, selon le modèle des cartels sud-américains qu'il a étudié dans les documentaires de prison. Plutôt que de s'entretuer stupidement pour récupérer les territoires adverses dans des guerres coûteuses et incertaines, pourquoi ne pas mutualiser intelligemment les ressources, coordonner les approvisionnements pour obtenir de meilleurs prix, partager les informations cruciales sur les mouvements policiers. Cette logique de cartel à la française va révolutionner l'organisation criminelle marseillaise en appliquant à la délinquance de quartier les méthodes managériales éprouvées des multinationales légales. Le modèle économique de la DZ Mafia repose sur un système de franchise criminelle d'une sophistication remarquable qui impressionne même les spécialistes du crime organisé. Chaque affilié conserve jalousement l'autonomie de gestion opérationnelle de son territoire, comme un franchisé McDonald's garde le contrôle de son restaurant.
mais verse religieusement une cotisation mensuelle de 50 000 € au bureau central, dirigé d'une main de fer par TIC. Cette somme peut paraître énorme, mais elle représente à peine 10% du chiffre d'affaires mensuel moyen d'un point de deal bien situé. En contrepartie de cette contribution financière, chaque affilié bénéficie d'un accès privilégié et garanti au stock de drogue importé par les grossistes du réseau, cannabis marocain, cocaïne sud-américaine, héroïne afghane. D'une protection armée immédiate et efficace en cas de conflit avec des gangs rivaux et d'un système d'information partagé en temps réel sur les mouvements des forces de l'ordre grâce à des indicateurs infiltrés dans les commissariats locaux. Cette mutualisation intelligente des coûts et des risques permet d'optimiser considérablement la rentabilité des opérations selon une logique d'économie d'échelle. Là où un point de deal indépendant et isolé plafonne péniblement à 30 000 € de chiffre d'affaires mensuel, un affilié DZ Mafia peut facilement dépasser les 100 000 € grâce à la qualité supérieure constante de sa marchandise et à la sécurisation drastique de ses activités. Pour imposer définitivement sa domination territoriale face aux gangs concurrents qui refusent de se soumettre à son autorité, la DZ Mafia développe des méthodes d'intimidation d'une cruauté absolument inédite dans l'histoire criminelle française, dépassant en horreur tout ce que le grand banditisme traditionnel avait pu imaginer. Les exécutions publiques se multiplient avec une régularité d'horloge mécanique. Corps brûlés vifs dans des véhicules transformés en fours crématoires. Décapitations filmées en haute définition puis diffusées massivement sur les réseaux sociaux pour terroriser les témoins. Tortures d'opposants retransmises en direct sur Snapchat comme des émissions de télé-réalité macabre. Cette surenchère délibérée dans l'horreur vise à terroriser psychologiquement les gangs concurrents et à décourager définitivement toute velléité de résistance par l'exemple. Mais elle produit également un effet de sidération profond sur l'opinion publique française. Habituée depuis des décennies à une criminalité plus feutrée et respectueuse de certains codes, et alerte brutalement les autorités nationales sur l'émergence d'un phénomène mafieux d'un type entièrement nouveau sur le territoire républicain. Pour la première fois depuis la Libération, des organisations criminelles françaises assument publiquement leur violence et la revendiquent comme un outil de communication politique. Pour comprendre les mécanismes secrets de cette organisation et sa capacité à défier l'État français avec une telle efficacité, il faut analyser en détail les innovations structurelles qui ont permis à la DZ Mafia de s'ériger en véritable contre-pouvoir dans les quartiers populaires de Marseille, puis dans toute la France. Hiver 2021, les services de renseignement français dressent un premier bilan alarmant de la progression fulgurante de la DZ Mafia qui dépasse toutes leurs prévisions pessimistes. En 18 mois d'existence seulement, cette organisation partie de rien a étendu son influence tentaculaire bien au-delà du périmètre marseillais, essaimant méthodiquement dans 47 villes françaises. Dans de nombreux quartiers populaires français, abandonnés par la République, l'État a progressivement et silencieusement abandonné ses missions régaliennes fondamentales. Services publics défaillants, qui ferment les uns après les autres, présence policière intermittente réduite à quelques patrouilles hebdomadaires, justice débordée qui classe sans suite la majorité des affaires, chômage structurel qui touche 3 générations de la même famille. Ce vide institutionnel béant a mécaniquement créé des territoires de non-droit où d'autres formes d'autorité alternatives pouvaient naturellement s'enraciner et prospérer. La DZ Mafia n'a fait qu'occuper intelligemment cet espace délaissé par l'État, en proposant un modèle alternatif d'organisation sociale cohérent, basé sur l'économie souterraine florissante et la loi du plus fort assumée. Dans ces zones grises de la République, elle remplit désormais des fonctions quasi-étatiques, redistribution des richesses via l'emploi de centaines de jeunes dealers, maintien d'un certain ordre social par la régulation des conflits interpersonnels, protection des habitants contre les criminalités extérieures. Cette dimension quasi-politique de l'organisation criminelle transparaît clairement dans la sophistication croissante de ses structures internes, qui rappellent étrangement l'organigramme d'un ministère régalien. Début 2022, les écoutes téléphoniques de la police judiciaire révèlent l'existence d'une véritable hiérarchie administrative au sein de la DZ Mafia, structurée selon des principes de division du travail et de spécialisation fonctionnelle. Au sommet de cette pyramide disciplinaire, Mehdi Tic Laribi assume pleinement le rôle de patron général, coordinateur stratégique suprême, qui définit les orientations globales de l'organisation
et arbitre souverainement les conflits internes selon ses intérêts. En dessous de lui, 3 lieutenants régionaux supervisent respectivement les territoires marseillais, azuréens et languedociens, comme autant de préfets criminels, troublant l'organisation classique des services de l'État français, comme si la DZ Mafia reproduisait inconsciemment les structures administratives républicaines qu'elle prétend ouvertement combattre et remplacer. Paradoxe fascinant d'un mouvement criminel qui emprunte méthodiquement à ses adversaires institutionnels leurs propres outils organisationnels pour mieux les défier et finalement les supplanter sur certains territoires. Mais l'aspect le plus inquiétant et durablement destructeur de cette structuration concerne le recrutement systématique et massif de mineurs dans les rangs opérationnels de l'organisation according to des techniques de manipulation psychologique éprouvées. Les chiffres glacent le sang. En 2022, près de 9000 mineurs tombent dans les filets criminels selon les statistiques officielles du ministère de l'Intérieur, soit une explosion de 37% par rapport à l'année précédente. À Marseille, épicentre du phénomène, l'âge moyen des nouvelles recrues de la DZ Mafia chute drastiquement et régulièrement, 15 ans en moyenne en 2022, avec des cas extrêmes d'enfants de 11-12 ans, utilisés systématiquement comme guetteurs ou transporteurs de petites quantités de drogue. Ces gamins, à peine sortis de l'école primaire, passent leurs après-midi à surveiller les allées et venues policières depuis les balcons d'immeubles pour 50 € par jour. Cette stratégie de recrutement d'enfants soldats répond à une logique économique implacable et parfaitement rodée, que les dirigeants de la DZ Mafia ont optimisée comme une science exacte. D'abord, les mineurs bénéficient automatiquement d'un traitement pénal clément, grâce au principe protecteur de la justice des mineurs françaises, ce qui limite drastiquement les risques judiciaires pour l'organisation, qui peut les sacrifier sans conséquences majeures. Ensuite, leur manipulation psychologique s'avère infiniment plus facile que celle d'adultes expérimentés et méfiants, ces enfants étant naturellement influençables et en recherche de modèles identificatoires forts. Enfin, ils travaillent consciencieusement pour des sommes absolument dérisoires, 50 à 200 € par mission dangereuse, comparés aux salaires exigés par des professionnels aguerris du crime. L'année 2022 marque également l'internationalisation accélérée des activités du réseau, selon une stratégie de développement géographique parfaitement planifiée. Comment des jeunes de banlieue ont-ils réussi à tisser des liens avec les cartels internationaux les plus puissants de la planète, profitant habilement de leurs origines maghrébines et de leur connexion familiale étendue en Afrique du Nord? Les dirigeants de la DZ Mafia nouent méthodiquement des partenariats stratégiques durables avec des cartels marocains spécialisés dans l'exportation industrielle de cannabis vers l'Europe occidentale. Ces accords commerciaux transnationaux leur garantissent un approvisionnement régulier et fiable en hashish de haute qualité, taux de THC systématiquement supérieur à 20% contre 12% pour la production locale artisanale, leur permettant de dominer complètement le marché français, où la demande explose littéralement chez les jeunes consommateurs séduits par ces nouveaux produits ultra puissants. La France compte désormais 1,5 million de consommateurs réguliers de cannabis, un marché de plusieurs milliards d'euros annuels que la DZ Mafia ambitionne de contrôler intégralement. Simultanément, ils établissent des contacts diplomatiques fructueux avec la Ndrangheta calabraise, organisation mafieuse la plus puissante d'Europe, pour sécuriser définitivement leurs importations de cocaïne sud-américaine transitant par les ports italiens de Gioia Tauro et Naples. Ces alliances mafieuses transcontinentales inscrivent définitivement la DZ Mafia dans l'économie criminelle globalisée, lui conférant une dimension géopolitique internationale qui dépasse largement le cadre hexagonal traditionnel. Pour les autorités françaises, habituées à traiter des phénomènes criminels purement nationaux, cette évolution constitue un défi stratégique inédit et complexe. Comment lutter efficacement contre une organisation qui dispose de bases arrières sécurisées dans plusieurs pays, de soutiens logistiques internationaux et de connexions les plus grands cartels mondiaux? Les instruments répressifs classiques du droit pénal français semblent dérisoires face à cette nouvelle forme de criminalité transnationale. Printemps 2023, Phuket, ancien allié devenu rival personnel au sein de la nébuleuse DZ Mafia. Les deux hommes se connaissent depuis l'adolescence, ont grandi dans les mêmes cités marseillaises, ont combattu côte à côte contre les mêmes ennemis, avant que l'appât du gain et les rivalités d'ego ne les transforment en adversaires irréductibles. Leur rencontre fortuite sur une plage de rêve tourne rapidement à l'altercation physique publique. Le chat, ancien boxeur amateur de 90 kg aux muscles saillants, domine physiquement le frêle Tic et l'humilie cruellement devant plusieurs témoins médusés,
touristes et locaux qui immortalisent la scène et leur smartphone. Cet affront personnel, filmé sous plusieurs angles par des témoins inconscients de déclencher une tragédie et largement diffusé sur les réseaux sociaux criminels avec la vitesse de l'éclair, constitue une atteinte absolument insupportable à l'autorité sacrée du patron général de la DZ Mafia. Dans l'univers mental particulier du grand banditisme, où la réputation constitue le principal capital symbolique et où l'image de force détermine la capacité à diriger des hommes violents, une telle humiliation publique ne peut absolument pas rester impunie, sous peine de ruiner définitivement la crédibilité politique de l'organisation tout entière. Le retour précipité en France de tics, rongé jour et nuit par une soif de vengeance qui confine à l'obsession maladive, va transformer immédiatement Marseille en véritable zone de guerre urbaine, comparable aux favelas de Rio de Janeiro ou aux quartiers chauds de Caracas. Cette guerre privée, entre deux égos surdimensionnés, va coûter la vie à des dizaines d'innocents et plonger une métropole européenne de 2 millions d'habitants dans un chaos sécuritaire sans précédent. Été 2023, les autorités françaises découvrent avec une stupeur mêlée d'effroi l'ampleur colossale de l'arsenal militaire patiemment accumulé par les différents clans criminels marseillais en prévision de cette guerre annoncée. Leur prolifération incontrôlée métamorphose radicalement la nature même des affrontements criminels traditionnels. Les règlements de compte au couteau ou au simple pistolet de poing font désormais place à de véritables combats urbains d'une intensité inouïe, mettant en œuvre des moyens comparables à ceux des forces d'intervention spéciales de l'armée française. Les dealers de base ressemblent désormais plus à des commandos paratroopers qu'aux voyous de quartier d'autrefois. Cette escalade armamentiste révèle crûment l'ambition politique implicite mais réelle de la DZ Mafia et de ses rivaux. S'ériger en autorités militaires alternatives légitimes dans des territoires échappant désormais de facto au contrôle effectif de l'État républicain français. Mais elle illustre également leur aveuglement stratégique total, car cette surenchère délibérée dans la violence va mécaniquement provoquer une riposte étatique d'une amplitude exceptionnelle qu'ils n'avaient absolument pas anticipée dans leurs calculs tactiques à court terme.